Les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va évoquer la rencontre de l'Olympique de Marseille hier après-midi face au Paris FC, deuxième journée de Ligue 1 et victoire des hommes de Roberto De Zerbi, un festival offensif 5-2. On va parler évidemment des choses positives mais on va également parler des choses qu'il faut corriger dans ce système de Zerbi dans ce début de saison et avec la Ligue des Champions qui va évidemment se profiler. On a vu de très belles choses hier sur la pelouse du Vélodrome à 17h mais on a aussi vu des choses un peu plus négatives sur le plan tactique. On va vraiment parler de la portée tactique de cette rencontre. On va essayer un peu de passer au travers toutes les tensions qu'il y a pu y avoir cette semaine parce que oui, l'Olympique de Marseille se présentait sans Adrien Rabiot, sans Jonathan Rowe, les deux joueurs ayant été placés sur la liste des transferts. Donc on a dû faire preuve d'une forme d'adaptabilité pour aborder cette rencontre face au Paris FC. De Zerbi a dû piocher dans certaines options qu'il ne voulait pas vraiment mettre en place. Avec Timothy Weah sur le côté gauche par exemple, c'était pas vraiment ce que voulait Roberto De Zerbi pour l'international américain. Timothy Weah, c'est un joueur qui était venu à la base pour être piston et qui par la force des choses, par cette semaine très difficile, s'est retrouvé ailier gauche pur et que ce fut compliqué pour l'ancien joueur de la Juventus Turin. Donc on va un peu évoquer tout ça, bien sûr, le pragmatisme dont a pu faire preuve Roberto De Zerbi et l'adaptabilité bien sûr, puisque défensivement Medina et Kondogbia étaient absents, donc De Zerbi a dû redessiner cette arrière-garde bien sûr avec Balerdi, Egan Riley, Murillo puis Ulis Garcia sur le côté gauche. On a un peu changé par rapport à la rencontre face à Rennes où c'était Murillo sur le flanc gauche, Ulis Garcia avait été mis sur le banc de touche. Là on a vraiment retrouvé des joueurs qui sont vraiment à leur poste avec Ulis Garcia sur le flanc gauche et Amir Murillo sur le flanc droit. Donc voilà, on va aborder un peu tout ça bien sûr. Amin Gouiri en position de numéro 10, on va aussi parler de ce positionnement très spécial pour l'international algérien. Donc voilà, c'est vrai que globalement sur le début de rencontre, on a eu un Olympique de Marseille en totale maîtrise sur la phase de relance, sur la phase de possession, avec ce que c'est faire de mieux l'Olympique de Marseille selon moi. Et ce qu'il ne faut pas vraiment corriger, c'est cette maîtrise technique du côté de l'OM, cette capacité à relancer très court avec Balerdi, Egan Wiley, Højbjerg qui vient décrocher très très bas. Donc je trouve que ce qui est très positif chez l'Olympique de Marseille, c'est cette capacité à maîtriser l'adversaire, à l'endormir et cette capacité à poser le pied sur le ballon, même si encore une fois ça peut être très piégeux parce que en voulant endormir l'adversaire, tu peux te retrouver toi-même endormi totalement. Mais c'est vrai que sur les phases de relance, sur les phases de maîtrise, c'est très important après cette semaine très difficile que de poser le pied sur le ballon, que de se mettre en confiance face à ce public qui n'attendait que tes erreurs pour pouvoir mieux te descendre. Je pense que le public de l'Olympique de Marseille, le public du Vélodrome voulait absolument avoir un Olympique de Marseille absolument parfait. Et si l'OM n'avait pas été parfait hier, eh bien je pense que les joueurs de l'OM auraient subi les foudres des supporters et c'est tout à fait normal puisque après cette semaine difficile, on attendait une réaction des joueurs et c'était très bien de la part des joueurs de l'OM que de poser le pied sur le ballon et d'avoir ces phases de maîtrise bien sûr, même si face à ce bloc bas, encore une fois en 5-4-1 du Paris FC, c'était très dur que de trouver les espaces. Mais par contre sur ces phases de relance là, j'aimerais souligner quelque chose qui me déçoit un peu, c'est l'animation qu'il peut y avoir sur le flanc droit. Je ne suis pas du tout fan du fait que Murillo prenne l'axe et Greenwood la largeur très bas. Je ne suis pas fan du fait que quand Balerdi ou Egan Riley ont le ballon, Greenwood vient presque en position de latéral droit dans la largeur, colle à la ligne de touche pour demander le ballon. Je trouve que l'international anglais n'a rien à faire aussi bas sur le terrain. Je trouve qu'on devrait revenir à une forme de fondamentaux avec Murillo qui viendrait vraiment en latéral droit pur. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le Panamien prend l'axe de ce milieu de terrain de manière systématique et c'est Greenwood qui vient se positionner presque en latéral droit. Alors oui, c'est très bien d'avoir un joueur très créatif qui vient créer le jeu depuis très bas sur le terrain, mais je trouve qu'on gagnerait vraiment à avoir Greenwood dans le dernier tiers parce que c'est là qu'il est évidemment le meilleur, même si techniquement c'est toujours bien d'avoir un joueur de sa trempe qui vient construire le jeu depuis très bas. Je trouve que l'animation de ce côté droit elle est problématique parce qu'on inverse les rôles avec un Greenwood qui vient chercher très très bas le ballon et je trouve qu'on n'y gagne pas vraiment au change là aussi. Encore si Murillo c'était un latéral à la Jonathan Klaus, c'est-à-dire un vrai piston qui est capable de prendre la profondeur, ça serait très intéressant, mais là je trouve que Amir Murillo n'est pas un joueur qui est capable de se projeter autant, d'être aussi haut sur le terrain et de pouvoir combiner vraiment de manière optimale avec Greenwood. Murillo c'est un central qui est devenu arrière droit, c'est pas vraiment le type de joueur offensif, donc c'est que l'animation de ce côté droit sur la phase de relance, je la trouve assez problématique parce que ça nous ampute de Mason Greenwood plus haut sur le terrain et ça met Murillo à une position qui techniquement ne peut pas être assumée par ce joueur-là. Donc c'est vrai que là aussi c'est quelque chose qui m'a pas vraiment réjoui sur ce début de match et c'est vraiment la critique que j'aimerais souligner là aussi. Sur le flanc gauche, c'était la première d'Ulis Garcia avec Timothy Weah, donc il a fallu trouver des automatismes, mais l'international américain a été quasi inexistant tant le jeu penchait à droite avec Mason Greenwood, évidemment parce que c'est sur lui qu'on va s'appuyer pour la création du jeu. Et dans le milieu de terrain, j'ai trouvé globalement
que ça manquait de disponibilité. Je trouvais qu'Højbjerg, là aussi, à l'image de Greenwood, venait chercher le ballon beaucoup trop bas sur le début de match. Là aussi, ça a empêché Amine Gouiri de se positionner entre les lignes. Et c'est là justement que le bas blesse d'avoir perdu Adrien Rabiot. C'est que oui, Rabiot était très critiqué parce qu'en numéro 10, c'était pas vraiment sa qualité première que de jouer à ce poste-là. Mais Rabiot a un sens, du placement. C'est un joueur qui sait s'incorporer entre les lignes. C'est un joueur qui peut venir chercher le ballon très bas grâce à sa formation de milieu de terrain, qui peut aussi se retourner quand il vient chercher le ballon beaucoup plus bas. Or là, Amine Gouiri, c'est un numéro 9. C'est un gars qu'on a fait jouer numéro 9 sur la fin de saison dernière. Et là, on l'a mis en numéro 10 en lui disant de venir chercher le ballon très très bas. Et je pense qu'Amine Gouiri a un peu perdu les automatismes, bien sûr. Gouiri, c'est un joueur qui est numéro 9 ou ailier gauche. Il n'a pas vraiment la formation de numéro 10. Et je pense que c'est là aussi que ça a pu être compliqué sur le début de la rencontre pour l'OM, c'est que c'était très lent parce que Gouiri ne venait pas suffisamment s'intercaler entre les lignes pour faire preuve d'une disponibilité suffisante pour pouvoir orienter le jeu là aussi, parce que tout simplement, c'est pas parce qu'Amine Gouiri manque de qualité, c'est tout simplement que l'international algérien n'est pas coutumier de ce poste-là, et donc forcément dans le milieu de terrain ça peut être compliqué. Donc les premiers points que j'aimerais souligner négatifs de la stratégie de l'Olympique de Marseille hier soir, c'est le fait que Greenwood vienne chercher le ballon beaucoup trop bas et ça nous ampute de ses qualités offensives plus haut sur le terrain et ça crée une forme de lenteur dans le jeu. C'est cette lenteur aussi qu'on peut avoir dans la construction du jeu de l'Olympique de Marseille face à des blocs bas. Je trouve que face à des blocs bas, tu dois faire preuve d'une certaine forme de vitesse d'exécution et hier on ne l'a pas vraiment eu. Et dans l'axe du terrain, là aussi à l'image du côté droit, il y a un problème avec Gouiri qui n'arrive pas vraiment à s'intercaler entre les espaces pour venir créer de la disponibilité. Donc ça a créé toute cette lenteur dans le jeu. Si on rajoute le fait que sur le côté gauche, Timothy Weah ait eu une partie très difficile parce que c'est pas à ce poste-là qu'on l'attend à cause de tout ce qui s'est passé du côté de l'OM cette semaine, ça l'a mis à ce poste-là de manière obligatoire, mais globalement on a eu pas mal de soucis, donc ça a libéré Pierre-Emerick Aubameyang. Le fait que Gouiri expérimente un nouveau poste, le fait que Weah soit un piston qu'on ait mis ailier, le fait que Greenwood vient chercher le ballon très bas sur le terrain, et bien forcément ça a donné de la lumière à Aubameyang, tout simplement parce qu'Aubameyang a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire prendre la profondeur, et il a été tout à fait capable de le faire, c'est-à-dire aller solliciter les défenseurs du Paris FC dans le dos. Ça a créé énormément d'espace, et même si le PFC était en bloc bas, et bien Pierre-Emerick Aubameyang a fait preuve de suffisamment de qualité et d'intelligence pour aller solliciter les appels de ses coéquipiers et libérer l'attaque de l'Olympique de Marseille, parce que franchement il le fallait vraiment sur cette rencontre là. Et j'aimerais également, au-delà de l'aspect tactique, parler de l'impact des remplaçants. Tout simplement, on a longtemps critiqué l'Olympique de Marseille de ne pas pouvoir aligner suffisamment de jeunes. C'est vrai qu'à l'image d'autres clubs français, l'OM n'est pas le club qui donne sa chance le plus aux jeunes joueurs. Et bien hier, on a vraiment eu l'entrée de Bilal Nadir qui a été super impactante avec 2 passes décisives, le super pressing sur le but de Pierre-Emerick Aubameyang, et puis Robinho Vaz qui a mis énormément d'énergie dans ses courses et qui a été récompensé par son premier but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Donc j'aimerais aussi souligner au fur et à mesure du match la capacité qu'a eu Roberto De Zerbi à faire confiance aux jeunes joueurs pour qu'ils fassent leurs preuves justement, et donc cet impact aussi qu'ont eu les remplaçants pour finalement clôturer ce match à 5-2, parce que si tu n'as pas les remplaçants, le match aurait pu être bien plus difficile pour l'Olympique de Marseille, parce que je rappelle quand même que même si l'OM a posé le pied sur le ballon sur le début de rencontre et a montré une énorme domination avec le ballon, la première offensive, la première occasion est venue du Paris FC avec ce superbe centre du latéral Sangui pour Goebbels qui était dans la surface de réparation et qui tape le poteau, il me semble, sur la première occasion. Il y a également eu l'occasion de Marchetti. Donc c'est vrai que cette équipe de l'Olympique de Marseille fait preuve d'énormément de largesse défensive, et on l'a vu parce qu'en première mi-temps les très grosses occasions elles viennent pour le Paris FC, où ils viennent vraiment nous solliciter dans le dos d'Amir Mourio tout d'abord avec ce centre de Sangui, dans le dos de Balerdi sur la tête de Goebbels, et puis ensuite c'est 3 contre 2, c'est 3 contre 3. Donc c'est vrai qu'on a une défense de l'Olympique de Marseille qui se découvre énormément sur les phases de contre-attaque adverses, et ça c'est problématique en vue de la Ligue des Champions. Pour l'instant c'est passé parce que tu as joué Rennes qui était à 10, tu as joué le PFC qui va jouer le maintien, mais globalement face à l'Olympique Lyonnais qui fait un superbe début de saison pour le moment, la semaine prochaine ça va être beaucoup plus dur à assumer cette volonté de jouer très haut et d'être 1 pour 1 sur les phases de transition de l'adversaire. On a vu un Balardi qui s'est encore une fois troué, on a vu par exemple sur le but très beau d'ailleurs, Dylan Kebal, mais on a vu un Olympique de Marseille qui ne parvient pas à sortir suffisamment tôt sur le porteur. Donc on a vu des largesses, on a vu des moments d'inattention. Donc défensivement, je trouve que là aussi on gagnerait à avoir une animation de meilleure qualité. On aime bien jouer le piège du hors-jeu et je trouve que c'est super intéressant que de le faire, parce que tu affrontes des adversaires qui ne sont pas extraordinaires sur les phases de transition, qui peuvent se montrer maladroits sur le plan technique parce que tu es encore qu'en Ligue 1 entre guillemets. Donc c'est bien de prendre un peu plus de risques là aussi et d'aller chercher beaucoup plus haut, d'autant plus que tu joues devant ton
ton public, tu es poussé par la tribune évidemment, mais je trouve quand même que tu prends pas mal de risques et ça s'est vu sur le but d'Ilan Kebal, ça s'est vu sur les nombreuses occasions du début de match que peut avoir le Paris FC. Si tu affrontes un meilleur adversaire, tu te fais cueillir à froid directement. Donc c'est vrai que là aussi, être 1 pour 1 sur les phases de transition adverse, être systématiquement en train de jouer le piège du hors-jeu, je ne pense pas que ce soit la solution la plus opportune, encore plus quand tu as passé une saison, comme tu as passé une semaine, très difficile à l'image de ce qui a pu se passer, bien sûr, avec le cas d'Adrien Rabiot, Jonathan Drogba. Donc c'est vrai que là aussi, 5-2, festival offensif, on a affronté un adversaire qui va jouer le maintien et qui est plutôt faible sur le plan défensif, un adversaire qui n'a pas hésité à se projeter aussi, à laisser des espaces. Le PFC sur le début de match, ils ont eu pas mal d'occasions comme je l'ai dit, ce qui a fait qu'ils sont ressortis un peu le bloc et donc derrière ça a créé pas mal d'occasions pour l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai que là aussi, j'aimerais souligner le fait que cette équipe du PFC, elle a pu se montrer ambitieuse sur certaines de ses attaques. Donc c'est vrai que ce qu'il faut corriger là-dessus, selon moi, ce qui va être impératif sur le prochain match face à Lyon, ça va être évidemment de remodeler un peu ce système offensif. Est-ce que Gouiri peut encore jouer numéro 10? Est-ce que finalement sa position c'est pas numéro 9? Mais quand on voit la performance d'Aubameyang, est-ce que finalement l'international algérien ne va pas se résoudre à jouer remplaçant cette saison? Timothy Weah qui est venu comme un piston, est-ce que son avenir se joue vraiment ailier gauche quand on voit la performance qu'il a réalisée hier qui était très moyenne pour pas dire mauvaise? Donc c'est vrai que là aussi au niveau de l'animation il va falloir remodeler un peu tout ça, d'autant plus que Roberto De Zerbi a ouvert la porte à un potentiel retour d'Adrien Rabiot en conférence de presse à la fin de la rencontre. Donc là aussi, on est quand même sur un scénario complètement fou. J'aurais aimé aborder la semaine du match face à l'Olympique Lyonnais d'une meilleure manière. Maintenant, on a l'impression que De Zerbi a remis une pièce dans la machine en relançant les ardeurs autour d'Adrien Rabiot. J'ai hâte de voir ce que ça va donner bien sûr, mais c'est vrai qu'offensivement, il va falloir remodeler, comme je l'ai dit, un peu tout ça, parce que Gouiri n'est pas un numéro 10, il l'a montré hier, même s'il peut s'adapter, il a les qualités techniques pour jouer à ce poste-là, mais globalement, il va falloir qu'il se réadapte. Ouéa n'est pas un ailier gauche, il est beaucoup trop limité pour le faire. Greenwood va chercher le ballon beaucoup trop bas, donc l'animation offensive, elle a pu être difficile, et je rappelle quand même que tu en mets 5 grâce à la rentrée de tes remplaçants. Nadir qui fait 2 passes D, Robinho Vaz qui vient clôturer le spectacle, donc c'est vrai qu'au final, tu en mets 5 face à un adversaire faible, et aussi grâce à l'impact de tes remplaçants. Est-ce que Nadir et Vaz vont être voués à jouer titulaire? C'est possible. Quand on voit la performance de Timothy Weah sur le flanc gauche, on peut se dire que Robinho Vaz peut tout à fait prétendre à une place de titulaire la semaine prochaine face à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est vrai que là aussi ça va être dans l'esprit de Zerbi. On pourrait enregistrer aussi le retour de Geoffrey Kondogbia par exemple, même si Medina va être absent un peu plus longtemps, il me semble. Mais c'est que même défensivement, il va falloir remodeler cette animation défensive parce que globalement on est 1 pour 1 derrière, on joue le piège du hors-jeu, c'est extrêmement dangereux. Donc c'est vrai que là aussi j'aimerais bien qu'on soit un peu plus serein défensivement, qu'on joue peut-être un peu moins haut, qu'on prenne un peu moins de risques sur la relance, mais qu'on ait une assise défensive assez solide et éviter les erreurs d'inattention comme celle de Balerdi par exemple. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre, à vous abonner, à liker et à partager. Allez l'OM, on fera évidemment le débrief du match face à Lyon la semaine prochaine.